Eh bien, merci. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons avoir une 60aine de minutes ensemble pour nous interroger sur l'avenir de la RH, gestion des ressources humaines. Quelles sont les grandes tendances auxquelles il faut s'attendre en matière de ressources humaines, les risques, les opportunités. Nous avons pour nous accompagner 3 intervenants, à commencer par Océane Douce-Tessier, qui vient de terminer un mémoire très intéressant sur les caractéristiques d'une bonne réunion à distance, du type Zoom ou Teams. Alors, on l'interrogera là-dessus tout à l'heure. Et puis, elle est également notre invitée pour représenter sa génération, la génération Z, qui va commenter les opinions éveillées des autres participants du panel. Nous avons Denis Penel. Bonjour Denis. Bonjour. Denis, vous êtes le directeur général de la Confédération mondiale des entreprises de recrutement et d'intérim, ce qui est quand même un grand honneur pour la petite Belgique. Vous avez d'ailleurs écrit plusieurs livres sur l'évolution du monde du travail et des New Ways of Working, des manières de travailler. Vous êtes français basé à Bruxelles, donc bienvenue chez nous et on va certainement entendre beaucoup de choses intéressantes de votre bouche. Et puis on a Davio Larnout. Davio, il est le CEO de Radix, une société belge spécialisée dans l'accompagnement des entreprises qui souhaitent développer des solutions qui font appel à l'intelligence artificielle. Pour la facilité du débat, Davio zal met ons in het Engels spreken vandaag. So Davio, because we have 2 French guests, will then speak in English so that we can actually have a good debate together. Et je suis Régis Degaine, je suis votre facilitateur aujourd'hui, fondateur de la société Q7 Leader, qui est une société de conseil en gestion des ressources humaines collaboratives, et nous sommes des vrais Bruxellois. Alors, je commencerai cette discussion intéressante, j'espère, avec Denis Penel. Denis, est-ce que vous pouvez nous donner votre perception des grands défis tels que vous les voyez pour la gestion des ressources humaines du XXIe siècle ? Mais avec plaisir et merci pour l'invitation. Alors, évidemment, j'ai sans doute commencé par des banalités et par refléter la conjoncture actuelle. C'est clair qu'aujourd'hui, pour les ressources humaines, une des principales priorités, c'est évidemment la gestion de la pandémie et l'adaptation des conditions de travail à cette crise sanitaire qu'on n'avait jamais vue dans nos pays développés en tout cas. Et donc ça passe bien sûr par, sur le lieu de travail, quand on pourra revenir sur le travail, faire en sorte que les normes sanitaires et les conditions soient les plus sûres possibles pour pouvoir assurer un travail sur place. Mais ça va être aussi de mettre en place une nouvelle façon de travailler, effectivement, comme vous l'aviez dit, parce qu'on ne reviendra pas à la situation d'avant le Covid. Clairement, le télétravail s'est développé, voire a explosé en Belgique depuis le début de la pandémie. Et ce serait naïf de croire que l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise vont revenir au bureau comme ils le faisaient avant, du lundi au vendredi, de 9h à 17h. Donc clairement, les entreprises et la fonction RH va devoir organiser cette nouvelle façon de travailler qui va combiner une partie de télétravail avec en même temps un retour sur le lieu du bureau. Dans quelle proportion, dans quelles conditions, est-ce que tout le monde pourra revenir en même temps au bureau ou pas? Tout ça reste à voir et va devoir être mis en place par la fonction RH. Donc des nouveaux challenges, des nouveaux défis qui s'ajoutent bien sûr aux défis qui étaient déjà là avant même la pandémie. Et là, ils sont nombreux, donc je ne vais pas tous les citer, mais peut-être en citer quelques-uns. C'est évidemment comment faire coexister au sein de l'entreprise différentes générations d'âge ou de cohortes d'âge. On en reparlera, je pense, parce qu'on a la chance d'avoir des représentants de différentes générations autour de cette table. Et donc, ça inclut notamment la gestion des âges dans l'entreprise. C'est la gestion des équipes dispersées. Et ça, le télétravail a effectivement multiplié cette tendance. Le fait que tout le monde ne vient plus forcément au travail pour travailler, mais donc travaille à distance, ou travaille chez le client, ou travaille dans un tiers-lieu. Comment on fait pour effectivement manager des équipes qui physiquement ne sont plus toutes ensemble sur le même lieu? Très bien, très intéressant. Je voudrais demander à Océane 2 choses avant de parler de la problématique du travail à distance et des réunions en télétravail. Quelle est votre perception là, sur la dimension intergénérationnelle? C'est quelque chose aujourd'hui qui vous paraît un défi pour l'avenir? Un défi pour l'avenir, oui, c'est sûr. C'est un défi qui existait déjà avant la Covid, comme le rappelle Denis.
Ce qu'on sait, c'est que la génération Z est en recherche de liberté, d'autonomie sur le milieu professionnel. C'est quelque chose qui est très important. On a aussi quelques a priori sur le milieu professionnel, tels que c'est très stressant, c'est beaucoup de pression de la part des managers ou autres, qu'il peut souvent y avoir une mauvaise ambiance. Tout ça, c'est des choses qu'il va falloir changer. C'est dans les attitudes chez des jeunes, faire évoluer, qui comprennent que l'entreprise peut être vectrice pour eux de liens sociaux, qu'elle peut leur apporter une atmosphère pour qu'ils puissent se développer, une atmosphère de travail très agréable. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire évoluer dans la mentalité des jeunes. Et ça va permettre de les impliquer. Et ce qui est très important aussi à noter, c'est que chez les jeunes de la génération Z, donc la mienne, une enquête a été réalisée par OpinionWay qui montre qu'on a besoin d'être responsabilisé. On a besoin d'être impliqué dans les décisions, on a besoin d'être au courant de ce qui se passe dans notre entreprise. Et donc, quand on entend ça, être responsabilisé, ça veut dire, quand on travaille à distance, ça veut dire avoir des pratiques autonomes où on n'est plus contrôlé. Votre travail sur la gestion des réunions non contrôlées à distance, comment se résume votre travail de fin d'études sur les conditions de réunions à distance ? Oui, donc j'ai mené un travail de recherche pour finaliser mon master de psychologie du travail. Ce travail a duré 9 mois, donc il a été réalisé avec la collaboration du SIG Factory. Je remercie d'ailleurs Édouard Cambier, ainsi que le laboratoire de psychologie des cognitions de l'Université de Strasbourg. Donc l'objectif de ce travail était de questionner l'impact de l'utilisation de la visioconférence sur les travailleurs, et surtout de savoir quels étaient les déterminants, les ingrédients d'une visioconférence satisfaisante pour les travailleurs. Pour ce faire, on a d'abord étudié la littérature dans un premier temps, puis mené de nombreux entretiens individuels avec les travailleurs du SIG Factory. Et ces entretiens nous ont apporté assez de matière pour élaborer un questionnaire qui a été largement diffusé et rempli. Et de cette façon, les résultats obtenus peuvent être élargis, applicables à une population plus large. Donc, ce qu'on a trouvé, c'est 3 déterminants principaux à une visioconférence satisfaisante pour le travailleur. Le premier est l'efficacité générale de la réunion, qui reste un point clé d'une réunion satisfaisante. Le deuxième est la qualité de la communication pendant cette réunion, qui rejoint très fortement le point 1 de son efficacité. Et le troisième est la qualité des interactions sociales au cours de cette réunion. Et ça, c'est un point vraiment important, car on se rend compte que les interactions sociales font partie intégrante du travail et font partie intégrante de la satisfaction des travailleurs sur leur milieu professionnel ou quand ils utilisent la visioconférence. Donc, de ces résultats, on a pu proposer plusieurs pistes d'action pour optimiser chacune des 3 dimensions identifiées. Donc, il s'agit par exemple de bien préparer sa visioconférence en amont pour en augmenter l'efficacité, mais aussi de définir un ordre du jour qui sera précis et très clair, qu'on va diffuser à l'ensemble des participants à la réunion pour que chacun sache de quoi il s'agit, de quoi est-ce qu'on va parler, dans quel ordre, histoire de faciliter au maximum la communication. On va aussi poser un cadre à la visioconférence, car on s'est rendu compte que les réunions par visio ne sont pas régies par des règles tacites connues de tous, comme les réunions en présentiel, comme couper son téléphone, ne pas couper la parole, être attentif, ne pas faire de double tâche. C'est des choses qu'on fait très facilement en présentiel, mais qu'on n'a pas l'habitude de faire en visio. Il n'y a pas encore de règles pour régir tout ça. Donc poser un cadre, définir une charte de bonne conduite avec les collaborateurs et les engager dans cette démarche. On peut aussi définir des signaux visuels très simples pour des interventions récurrentes, comme j'ai une question, je veux ajouter quelque chose, pour éviter les interruptions au maximum et faciliter la communication, optimiser l'efficacité de la réunion. Et pour finir, le plus important, prévoir des temps d'échange informels entre les managers, les collaborateurs, parce qu'on se rend compte que ces interactions sociales ne doivent pas être négligées. C'est un point déterminant de la satisfaction quand on utilise la visioconférence. Donc proposer des moments propices à l'échange, à l'interaction, comme des pauses café online par exemple avec sa hiérarchie ou ses collègues, histoire de pouvoir maintenir ce lien avec son travail. Ah ouais, très très bien, ça donne des bons conseils pour tous ceux qui nous écoutent, pour bien en prendre note, parce que ça va beaucoup aider la qualité de ces réunions. Davio, interestingly, so what we realize is that we're going to have more of those
distance meetings, and to do that we need technology. Technology means digitalization, and you are a specialist in artificial intelligence. What do you see is going to be the impact of artificial intelligence in the future, in the future of HR? First of all, thank you for inviting me. So, very good question. Not so easy to answer. I think there's a few dimensions to it. First of all, you have the impact on professions on its own. I think you have an impact on the employees, and you have an impact on the HR management role. I think to start with professions, there's, in terms of digitalization, you have two effects. I think on one hand, actually, a lot of things become a lot easier, driven by like interface design, user experience. A lot of things become easier, but at the same time, technology automates the easier tasks, the repetitive tasks. So the ones that are left over are the complex tasks. So that's a very interesting dynamic that you get there. Things become easier, but the ones that are left over are complex and unpredictable. So very simple example, look at Tesla, for instance. They have, for a large part, self-driving cars, but they still fail at some very random things. For instance, a car driving in front of it with a bicycle on it, and then the car thinks, oh shit, there's a bicycle in front of me, I have to stop. But it was actually a mobile home with a bike attached to it on the back. So, and those are simple things for a human, hard for technology, and you need to find ways that professions, they will have a human-machine collaboration will be necessary, because a lot of things will be able to automate. The edge cases won't be, and we'll have to find ways in which they can collaborate efficiently, because you can't have someone like a driver in a Tesla sitting there all day waiting on that one situation where the system detects a bike when it's not a bike. Mm-hmm. So that's not efficient. So you'll have to find ways for that. Specifically on the work floor, when you think of HR, how does that translate into day-to-day life of employees and managers? Yeah, so that's a very hard one to predict. But what I do think is, in terms of employee experience, everything related to that, we see that if you compare it to candidate, to customer experience and anything commercial, marketing-wise, definitely Generation Z or any generation, basically, everything has to be simple, frictionless, personal, and the same will be for within a company. I think it's not even what technology allows you to do, it's the opposite. What will people expect, employees expect, and it has to be really, really frictionless, simple. All of those things, it will, in my opinion, I even think it will be like an advantage as a company to say, I have this is possible, it's very easy, everything is the employee experience will be a part of the brand of a company on its own. Yeah. Peut-être c'est le moment de demander alors à Denis Penel ce concept, on va peut-être revenir dessus d'ailleurs, de l'expérience employée. On entend ça, c'est la UX, c'est User Experience qui devient maintenant un enjeu pour les entreprises. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette notion d'employee experience et donc d'intégration des outils de manière aussi simple et confortable? Est-ce que ça va changer les relations du travail? Alors oui, c'est très intéressant ce qui a été dit, parce que ça rejoint ce que je décris dans mon dernier livre sur quelque part la consumérisation du travail. C'est qu'aujourd'hui l'individu veut de plus en plus consommer le travail comme il consomme des biens et des services. Et donc effectivement, il veut tout de suite. Ça, c'est la condition nécessaire. Il veut effectivement être servi comme un client dans le monde du bureau. Donc c'est pouvoir travailler où je veux, quand je veux, avec qui je veux. Et c'est amusant parce que cette évolution comportementale qui reflète une individualisation générale de notre société, donc c'est pas nouveau et c'est pas spécifique au monde du travail, mais ça affecte aussi le monde du travail. Les entreprises, quelque part, ont commencé aussi à intégrer ça. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de la marque employeur. Donc maintenant, les entreprises se vendent auprès de leurs futurs collaborateurs comme se vendrait une marque de yaourt ou d'un produit de grande consommation. On parle effectivement aujourd'hui de l'expérience employée, comme on parle de l'expérience client. Donc il faut que non seulement le collaborateur soit bien traité, mais que voilà, il ressente un environnement favorable qui contribue à son bien-être au travail. Les entreprises de plus en plus aussi essaient de participer dans ces classements des meilleures entreprises où il fait bon travailler,
comme les entreprises de grande consommation veulent apparaître dans les meilleurs classements en termes de qualité de service ou de produits. Donc on voit effectivement cette tendance à la consumérisation du travail qui impacte évidemment la relation de travail, le contrat de travail, on y reviendra peut-être plus tard, et c'est en cela que le salariat aujourd'hui commence à faire défaut et à pécher. Donc voilà, oui, je rejoins tout à fait cette analyse où voilà, l'individu veut vivre son expérience au travail de la mieux possible, et avec toujours ce souci d'être quelque part perçu comme un consommateur aussi dans le monde de l'entreprise. Océane, c'est intéressant pour la nouvelle génération Z qui arrive. Est-ce que vous connaissez en fait une chance, probablement, il y a pénurie aujourd'hui de talents. Est-ce que cette dimension de la consumérisation, l'impact de l'employee experience, est-ce que c'est quelque chose qui vous a motivé dans le choix, et vos amis autour de vous dans le choix de vos emplois? Alors, pour ma part, je travaille dans une start-up. Donc, disons que j'ai de très bonnes relations avec mes collègues, et c'est ça qui prime pour moi, et je pense pour les jeunes de ma génération, si on peut le dire, c'est la bonne ambiance au travail, c'est le fait de pouvoir s'épanouir sur son milieu professionnel. Ça, c'est un point qui est vraiment clé. Ensuite, le fait de rendre les entreprises attractives pour attirer les talents, je pense que c'est quelque chose auquel on ne va pas pouvoir échapper. Évidemment, dans les années à venir, c'est incontournable. On voit bien les grosses entreprises comme Google ou autres qui essaient d'attirer le maximum de personnes en accordant énormément d'importance à la qualité de vie au travail, d'une manière générale. Et je pense que cette question de QVT va être d'autant plus importante quand on va sortir de la crise Covid. C'était des problématiques qui existaient déjà avant, qui étaient déjà très présentes, et elles le sont d'autant plus maintenant, quand on voit où en sont les travailleurs, quand on parle de leur santé psychologique, de leur santé mentale. Donc cette question de qualité de vie au travail et d'attractivité des entreprises va être omniprésente, je pense, quand on va sortir de cette crise sanitaire, et ce sera forcément quelque chose de très important à considérer. C'est un des défis probablement pour un tissu peut-être traditionnel comme l'économie bruxelloise, avec beaucoup de petites entreprises. Elles ne sont pas équipées aujourd'hui forcément dans la dimension technologique pour faire le employee, comme on appelle la marque employeur. C'est quoi ce défi, Davio? So if you are now a small company and you have to position yourself, as Denis and Océane has expressed, what are the kind of requirements that you need? Do you have to go to artificial intelligence, or is it just about having a website with some social media activity and so on? How do you see that? That's a good question. And so the thing is, I don't think you necessarily need technology, and you don't need necessarily AI as a small company. If you look at Radix, we're a Brussels company. We're at B Central. We're 30 people, so we're small. And I think in terms of employer branding, we're doing quite well. And that's mainly because we focus on the target audience. And I think anything you can create with technology we focus on, which is basically the experience needs to be frictionless, it needs to be very personal, and everything needs to be very flexible. I think if you can have those, and technology can be a means to achieve that, and I think if you're a larger company, you'll have to do that, because if you looking at Proximus, for instance, 10,000 people or a bit less, to be able to provide that experience, you need data, you need a view on what people do you have, how are they feeling. You need all of those insights to do that well. But for a small company, it often just comes down to the fact that, for instance, in our hiring procedure, in 1 week, you have feedback, you know what's up, you have feedback on what your status is, what we thought of you, can you improve or not. And that doesn't require technology, it just needs attention and thinking and doing it. So it's interesting because it's a big challenge for many HR profiles. They have the impression, maybe, Denis, les RH traditionnels ont un peu la position dominante et ils ont eu l'impression pendant des générations il fallait venir les courtiser. Ce qu'on entend ici de notre panel, c'est que en fait le métier du RH va peut-être devoir changer, peut-être devenir plus marketing, devenir plus à la recherche de l'attractivité. Quelle est votre perception de cette évolution ? Là encore, la digitalisation, effectivement, a changé la fonction RH. La fonction RH, dans le passé, était très
je dirais, routinière et elle gérait beaucoup de données, de statistiques et de process qui ont en fait été automatisés ces dernières années et je pense pour le mieux de la fonction RH. Et je pense le plus évident, c'est effectivement la gestion de la paie. Quand vous deviez faire, je sais pas, pour reprendre l'exemple de Proximus, 10 000 feuilles de paie tous les mois, ça occupait beaucoup de temps de la fonction RH. Aujourd'hui, tout ça est complètement automatisé et donc c'est du temps qui a été dégagé pour la fonction RH de pouvoir mieux se concentrer sur son rôle stratégique, effectivement, de conseiller l'entreprise sur la gestion des ressources humaines, avec une vision stratégique. Donc ça, je pense que c'est une très bonne chose. Comme il a été dit, tout ce qui est lié à la digitalisation, à l'automatisation, permet effectivement d'éliminer les tâches routinières, répétitives, sans aucune valeur ajoutée, qui sont confiées à des machines, et les machines font ça bien mieux que nous, êtres humains, et par contre de pouvoir se reconcentrer vraiment sur des fonctions pour régler des problèmes compliqués où la valeur ajoutée de la dimension humaine fait toute la différence. Donc moi je suis assez positif sur l'évolution de la fonction RH où elle va vraiment se concentrer sur des choses stratégiques avec effectivement cette dimension un peu plus marketing puisque le marché du travail devient de plus en plus complexe et il faut de plus en plus se différencier par rapport à la concurrence. Voilà, la fonction RH aura aussi un rôle à jouer pour mieux vendre l'entreprise. Je reviens au point précédent que j'avais fait sur la consumérisation aussi de la marque employeur. Est-ce que cette situation de consumérisation, de l'impact de la faculté à bien se présenter face au marché de l'emploi et aux demandeurs d'emploi, est-ce qu'il y a une distinction à faire entre les différentes populations ? Typiquement, est-ce qu'on voit des différences pour atteindre le monde ouvrier ? Pour atteindre le monde des employés, le monde des cadres ou des cadres dirigeants. Quelle serait, pour commencer par vous, Denis, juste votre vision de cette distinction éventuelle à faire ? C'est un très bon point. Le marché du travail n'est pas monolithique, effectivement. Il y a des populations différentes, des travailleurs avec des qualifications différentes, des statuts différents. Donc effectivement, là aussi, on ne peut pas appliquer la même solution à l'ensemble de la population active. Et on en revient encore une fois à cette consumérisation. Aujourd'hui, on cherche à cibler différents types de consommateurs en fonction de leur profil. La même chose aujourd'hui doit s'appliquer dans le monde du travail. Voilà, on ne traite pas un jeune qui vient d'entrer dans l'entreprise de la génération Z avec un baby boomer qui est sur le point de partir à la retraite. Donc effectivement, appliquer des méthodes différentes et des solutions différentes selon les profils des travailleurs, ça rejoint une autre de mes convictions qui est ce besoin d'individualiser aussi la gestion des ressources humaines dans l'entreprise. On ne peut plus appliquer la même solution à l'ensemble de ses collaborateurs. Il faut individualiser, personnaliser, customiser l'offre RH en fonction du profil des travailleurs. C'est un sujet très délicat que vous avez soulevé, que je voudrais aborder un petit peu avec Océane, puisque Océane n'a pas seulement ce travail sur les réunions à distance, mais elle a également fait un travail sur l'étude du nudge, que je crois est intéressant à aborder aujourd'hui. On doit, dit Denis, avoir une approche individualisée. On verra peut-être tout à l'heure les défis pour les RH de multiplier donc une offre individualisée. C'est du boulot encore plus complexe. Quelque part, cibler son activité ou sa vision ou sa manière de se présenter peut être influencé, vous m'avez expliqué, à travers le nudge. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Et puis, est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce que c'est dangereux ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, pour commencer, je dirais, pour débuter, que la crise qu'on est en train de traverser va faire évoluer énormément les modes de travail. Donc, par conséquent, les ressources humaines vont être obligées de s'adapter et vont être obligées d'innover pour faire face à des problématiques qui sont nouvelles. Donc, c'est pourquoi on peut proposer de s'intéresser à l'approche nudge, qui n'est pas du tout nouvelle, mais qui commence à émerger, surtout en Belgique, qui commence à s'y intéresser assez tardivement. Donc le nudge, c'est une approche du comportement humain qui va considérer les limites de la rationalité humaine, qui va considérer donc les biais cognitifs, les influences sociales pour expliquer comment est-ce qu'on prend notre décision et pour faire changer, pour faire évoluer les comportements dans la bonne direction. Ce concept du nudge a été théorisé en 2008, donc ça date pas d'hier, par Cass Sunstein et Richard Thaler, qui a reçu pour ce travail un prix Nobel d'économie en 2017. Donc c'est pas
C'est une science, le nudge, qui a déjà fait ses preuves dans de nombreuses entreprises. On peut l'utiliser pour influencer le comportement sans contraindre, c'est-à-dire sans interdire. Je pense que dans le milieu professionnel, la carotte et le bâton, c'est-à-dire la rémunération et la potentielle sanction, ont déjà fait leurs preuves et on commence un peu à arriver à la fin de ce système. On voit qu'il est vraiment limité et qu'il ne va pas suffire à engager les salariés post-Covid. Donc il ne va pas suffire à les engager et à les motiver à travailler, à réintégrer leur entreprise. Donc on peut penser à utiliser le nudge qui va être une méthode plus douce et plus économique pour influencer les comportements. Comme quoi, par exemple? Qu'est-ce qu'on fait pour influencer ses collaborateurs? Et puis tout de suite, après ça, on demandera à Davio, est-ce qu'il n'y a pas là... l'étape suivante, c'est l'intelligence artificielle qui va comprendre et anticiper les comportements et les influencer. Alors on devient tous des manipulés. Oui, moi aussi, je pourrais en rajouter un peu sur le machine learning dans une seconde, qui a été utilisé par un DRH de Google. Donc, je vous donnerai un exemple de nudge, une application très concrète au monde professionnel. Mais premièrement, je dirais que comme on vit une période de très grande instabilité, il faudrait qu'on arrête de chercher à nouveau à retrouver une stabilité, mais plutôt qu'on apprenne à accompagner les salariés dans ce changement qui est permanent. Et ça, c'est ce que le nudge peut permettre. En fait, avec le nudge, on peut atteindre différents objectifs, comme par exemple appuyer les règles de prévention en matière de santé psychologique au travail, réduire les comportements à risque qui pourraient entraîner des contaminations Covid, pousser à une utilisation plus saine de l'informatique et des outils informatiques, mais aussi inciter à la collaboration, au travail d'équipe. Donc, plusieurs grandes entreprises ont déjà entendu parler du nudge et ont déjà intégré le nudge dans leur politique de gestion des ressources humaines. Par exemple, c'est ce que je disais précédemment, Google, le DRH de Google a développé une application qui utilise les sciences comportementales et le machine learning pour inciter les travailleurs à donner le meilleur d'eux-mêmes tous les jours. Et pour cela, grâce au machine learning, ils vont dispenser de façon individuelle et personnalisée à chaque collaborateur des nudges quotidiennement. Et cette application, qui s'appelle Oumu, a tellement bien fonctionné qu'elle a été commercialisée pour d'autres entreprises. Donc il s'agit, si je comprends bien, d'observer le comportement du collaborateur et puis de lui envoyer des messages l'incitant à améliorer ou corriger ses habitudes. C'est une utilisation bien intéressante de l'intelligence artificielle, Davio. So, how far is that going to bring us? We know that IBM was interested at some point in analyzing the flux of your emails and to whom you were writing what, and then on that basis they could even predict that you were or not going to leave the company soon. How far is your view with the work relations artificial intelligence going to bring us? I think the point of IBM when you're bringing there is the question, how far do you want it to bring us? Because it's definitely possible. I'm not sure if you would want your mails being scanned and then predicted based upon. Now, in terms of nudging and AI, I think if you look at it, a people manager will do that anyways as well, trying to nudge you. It will look at what are the incentives of the company, what are your incentives, and how can we bridge those. And basically, AI, machine learning technology allows you to do that more or less at scale. If you look at what we've been developing, for instance, for HR applications, is we can see in the market what skills are being are trending. So which are, for instance, which is an interesting new programming language, and we know that companies are educating their people to become programmers. Then you can find the combination of let's not learn, and I'm not sure if you're familiar with it, but a coding language like Cobalt, which is nobody uses it anymore, but let's learn Kotlin, which is very hot right now in the market. The demand is increasing a lot. And let's nudge or just give the right views to people like this might be interesting for you. And it's then in line with the company and for a person on its own. And you can use those patterns and the data to give those nudges. And in essence, that's what a people manager will do as well. Très intéressant comment les amateurs d'intelligence artificielle arrivent à nous convaincre qu'il y a beaucoup de choses positives à faire avec ça. Et c'est un très bon exemple, Davio, il n'y a pas de doute. Denis, ça vous fait pas un peu peur, ça, de voir que peut-être même on verra une différence
compétitives. Les entreprises qui auront fait ce pas, qui auront les générations et les moyens, vont simplement faire de l'outperformance des entreprises qui, elles, seront, disons, plus traditionnelles. Comment voyez-vous ça pour l'avenir ? Alors, je commencerai par commenter en disant que pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise technologie. En fait, c'est l'usage qu'on en fait, effectivement, qui détermine si on est dans le côté éthique et dans le respect de la dignité humaine au travail plutôt qu'autre chose. Donc, a priori, une technologie en tant que telle n'est pas bonne ou mauvaise, c'est l'usage qu'on en fait. Et c'est vrai qu'il peut y avoir des dérives. On l'a vu aussi, il y a certaines entreprises qui commencent à implanter des puces électroniques dans le bras de leurs collaborateurs, ce qui permet de savoir non seulement quand ils sont au bureau, pas quand ils sont au bureau, mais s'ils ont bien dormi, s'ils sont en forme, quel est le moment de la journée où ils vont être le plus productifs. Ça pose de vraies questions éthiques et effectivement de savoir jusqu'où on peut aller dans ce cadre-là. Mais c'est clair qu'à l'avenir aussi pour la fonction RH, il y a un point qui est très important, c'est ce qu'on appelle le big data. De plus en plus, les entreprises et les services RH vont se servir de ce qu'on appelle en anglais aussi les HR Analytics. Et donc effectivement, ils recueillent une quantité de données sur leurs propres collaborateurs et c'est clair qu'ils vont se servir de ces données pour aussi accompagner la gestion des ressources humaines. Et comme vous le disiez, aujourd'hui, dans les entreprises où ce système est déjà en place, un DRH pourra prévoir avec une de très grande fiabilité si dans les 6 mois qui viennent, son collaborateur va démissionner ou va partir de l'entreprise. Parce qu'au vu des datas, on va voir qu'il n'a pas eu de promotion depuis 1 an, qu'il n'a pas eu d'augmentation, qu'il n'a pas suivi de formation, que sa productivité a diminué. Et la conséquence logique, c'est qu'a priori, ce collaborateur quittera l'entreprise dans les semaines, dans les mois qui viennent. Donc effectivement, les datas permettent déjà aujourd'hui d'anticiper les comportements des collaborateurs au travail. Davio, tout à l'heure, vous disiez qu'il n'y avait peut-être pas toujours besoin de technologie, mais ce qu'on a comme exemple ici, c'est quand même très frappant. L'entreprise qui sera bien équipée de ce type de connaissances et d'informations fera naturellement de meilleures décisions et prendra de meilleures décisions de gestion des ressources humaines. It's going to be strange that I'm not defending technology, of course, but the question is, let's say you do that. Let's say you have technology predicting this person will leave, you act upon that. What's the result of that? People find it strange. How do they know? So you can create a negative effect because of technology allowing you to say, okay, let's say Denis, he's going to leave, and we act upon it, we say, Denis, you're going to leave? Our system tells us so. The effect you create with that is very, very negative. Nobody wants that. That's not that's not the same as a people manager saying, Denis, I'm seeing you're a bit less motivated, you don't feel well, let's have a conversation. And a good people manager, technology should not be a substitute for a good people manager. That's not how it should work. It should help you, and it should give you insights, okay, but not in a way that it will say, this person is going to leave, do something about it. Very good. Est-ce que la génération Z est prête pour se faire accompagner ou voir ses managers se faire accompagner par la technologie? On entend quand même aujourd'hui une forme de révolte de la volonté de liberté des nouvelles générations. C'est surtout, ne viens pas me fliquer avec toutes des datas qui me concernent, ou pas? Alors je pense que la génération est prête. Je pense que la génération Z l'attend, le veut. On veut plus de liberté, c'est sûr. Ensuite, il ne faut pas tomber dans le contrôle permanent. On veut de la liberté, on veut de l'autonomie, mais on veut aussi des marges de manœuvre et de la confiance. Et c'est le point clé, la confiance entre le salarié et son manager, entre le salarié et sa hiérarchie. Et une fois qu'on aura réussi, et je ne dis pas que ce sera simple, mais à instaurer ce climat de confiance sur nos milieux professionnels, on pourra plus facilement évoluer ensemble dans la bonne direction, sans vouloir paraphraser le nudge, et s'entraider plutôt et engager une démarche collaborative plutôt que simplement une démarche verticale. Je pense que la génération Z attend vraiment une relation quasiment horizontale entre elle, ses managers ou sa hiérarchie. Donc qu'elle soit écoutée, qu'elle soit comprise, mais qu'elle puisse communiquer et évoluer avec son entreprise et pas simplement travailler pour son entreprise, travailler avec son entreprise. If I understand what Ocean just said, Davio Lernout, Lernout is not the same. Davio, if I understand what she says, it means that maybe the use of technology in the future will require a lot of transparency of companies. Is that what you want to plead for? I think that's
technology, not technology, I think it's something that people want, and technology can allow you to do that, can provide you data insights, can provide you those things. I think it's a necessity. Looking at our company, basically all our employees know our results every month, know how we're doing, know how our EBITDA, or we educate them even in knowing those things. And I think that they can handle that. Yeah. But I mean transparency also in the use of technology, so that you clarify beforehand what kind of information you'll be collecting and making it clear so that they know why you're doing it and then what it delivers as a result, I guess. It's a question that I don't have an exact answer upon, and I'll explain you why. If you look at, for instance, in terms of marketing, let's take the comparison again. People, Generation Z, most generations, they want everything right now. They want a suggestion, buy. But at the same time, they don't want to give you their data. But this, so having your perfect suggestion, is depending on having the data. So it's not, you can't have one without the other. And then at the same point, I was going to use the word lazy, but they're maybe a bit spoiled in the sense that they don't want to go through questionnaires to say, I want you to give this data, I want this data, I don't want this data. So they don't want to do that, but they want the positive sides of it. So it's a very tricky thing. It's not that easy, okay. But there are technological evolutions that allow you to have your own data and say, you can have access to my data and you don't. There are evolutions there, and that's happening, and that might solve it, but it's not that easy as just saying it's this or that, because they both basically want both. Yeah, they're a very, very, very interesting challenge. Ce qu'on sait donc de cette conversation, déjà en tout cas à ce stade, c'est que les lignes vont bouger. La technologie sera un acteur majeur, d'ailleurs on l'entend aujourd'hui, on a des études qui viennent de paraître en France justement montrent que 70% des départements des ressources humaines ont l'intention de renforcer la digitalisation de leur gestion des ressources humaines et ça vient il y a 3 ans, on était à 30-35%, donc on voit bien qu'il y a une pression. On sent de notre conversation qu'il y a beaucoup d'incompréhension encore et peut-être de direction dans lesquelles on va tous se demander qu'est-ce que ça veut dire monter en technologie. Est-ce que c'est peut-être seulement une plateforme de SIRH, de système d'information RH, ou bien est-ce que c'est des analytiques RH, ou bien est-ce que c'est la récolte de données avec ou sans l'accord plus ou moins tacite des collaborateurs. Cette relation, en fait, on vient d'entendre Davio dit, au fond, on aimerait bien avoir ce click and go, et puis en même temps, on n'aime pas donner nos informations. Ça se met aussi dans un contexte intéressant, Denis, de la problématique du lien de subordination. Donc, on a entendu Océane nous dire que on veut plus d'organisation horizontale. On a entendu Davio nous parler du besoin de liberté des employés. Comment ça s'articule, ça, par rapport à la problématique du droit du travail, à la base, qui dit, au fond, l'entreprise se définit par le lien de subordination. Quelle est votre vision de spécialiste là-dessus, Denis Penel ? Ma première réponse, c'est qu'effectivement, ce concept de liberté dans le monde du travail devient de plus en plus important. C'était le thème de mon deuxième livre, Travail, la soif de liberté. Aujourd'hui, clairement, il y a de la part des jeunes générations, mais pas uniquement, ça touche vraiment tous les travailleurs, une volonté de retrouver de la liberté, de l'autonomie dans le travail, de retrouver un contrôle non seulement sur ses conditions de travail, encore une fois, où je travaille, quand je travaille, mais même retrouver un contrôle ou une maîtrise sur l'organisation de son travail. Et à la limite, on me laisse tranquille, voilà mes objectifs, je travaille comme je veux, à la fin de la journée ou à la fin du mois, mes objectifs seront remplis, mais qu'on ne vienne pas me dire comment je dois faire mon travail. Et effectivement, ça rejoint ce que j'appelle moi le péché originel du salariat, qui est cette relation de subordination, qui définit juridiquement la relation de travail salarié. C'est quoi la relation de subordination ? C'est la capacité ou la possibilité par votre supérieur hiérarchique de vous donner des ordres, de contrôler l'exécution de ces ordres et, le cas échéant, si les ordres n'ont pas été bien respectés, de vous sanctionner, et ça peut aller jusqu'au licenciement. Et ça a très bien fonctionné à une époque où on avait une population active qui était composée essentiellement de personnes peu éduquées,
qui ont peu eu la chance de faire des études supérieures, une population plutôt de col bleu, de travailleurs manuels, plutôt que des professions intellectuelles. Et ça, c'était le XXe siècle, c'est le passé. Aujourd'hui, on a une population active qui n'a jamais été aussi bien formée, où les jeunes vont beaucoup à l'université. On a une population qui est aussi très stimulée intellectuellement, je dirais de façon générale. C'est aussi l'économie de la connaissance que nous vivons. Et donc on voit bien que cette relation de travail qui avait été conceptualisée au XIXe siècle à travers le salariat ne fonctionne plus aujourd'hui, en raison effectivement de cet appétit pour plus d'autonomie, d'indépendance et de liberté dans le travail. Et c'est une des raisons, c'est pas la seule, mais qui explique à nouveau maintenant la remontée du travail indépendant, par opposition au travail dépendant, c'est comme ça aussi qu'on définit le salariat, pour que les gens puissent s'exprimer, se réaliser, comme ça a été dit très bien par Océane, dans le monde du travail. Les individus veulent maintenant s'accomplir à travers leur travail, plutôt que effectivement d'être dirigé avec un bâton au-dessus de la tête. Océane, est-ce que vous pensez que votre génération a conscience de cette contradiction en fait avec les fondamentaux du droit aujourd'hui, du droit du travail? En théorie, oui, on a envie d'être libre, mais en pratique, la relation du travail, elle est de subordination. Alors on n'a pas encore influencé, je ne sais pas si ça va avoir lieu, mais on n'a pas encore influencé cette question. On va aborder tout de suite la problématique disons, très spécifique. Mais est-ce que votre génération est prête à vivre avec cette contradiction ? Alors, je pense qu'on en est conscient, et je rejoins un peu Denis. Je pense que c'est pour ça que pas mal de jeunes se lancent plutôt dans des tâches indépendantes, dans du freelance ou dans du cumul d'emplois, par exemple, ce qui est mon cas. Donc on ne va pas chercher à travailler dans une et unique entreprise. On va plutôt chercher à aller acquérir des compétences et de l'expérience dans différents domaines pour s'accomplir vraiment professionnellement. Et je pense que quand le monde évoluera, quand on évoluera tous, on pourra accorder un peu plus notre confiance aux entreprises et se dire que cette entreprise va nous permettre de nous accomplir professionnellement. En attendant, je pense que les jeunes vont plutôt essayer de réussir à s'accomplir par eux-mêmes et donc peut-être ne pas remettre leur avenir et leur carrière professionnelle entre les mains d'un manager ou d'une hiérarchie tout simplement. Dans le cadre du Work Lab et de Bessie, nous aurons bientôt un webinaire qui va parler spécifiquement de cette problématique, mais c'est intéressant peut-être de l'aborder en partiellement ici. Il fut un temps où, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, on pensait qu'on aurait une vague de fonds qui ferait basculer toute la nouvelle génération du salariat vers le monde indépendant. On constate que ça n'est pas ce qui se passe et que c'est plutôt ce que décrit Océane qui se passe, à savoir un mix, disons, de peut-être plusieurs salariats. Peut-être cette dimension pluriactivité, Denis Penel, comment est-ce que vous la voyez évoluer ? Quels sont les enjeux derrière tout ça? Et peut-être que pour les membres du gouvernement d'ailleurs qui nous entendent, il y en a beaucoup évidemment puisqu'on est une radio très, très majeure, et ça devrait les influencer pour réfléchir d'ailleurs à un changement de cadre législatif. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, j'apporterai d'abord un bémol sur la faible augmentation du nombre de travailleurs indépendants. Je pense que les statistiques ne démontrent pas ou ne reflètent pas aujourd'hui cette tendance parce qu'elle est en partie cachée, parce que beaucoup d'individus peuvent être travailleurs indépendants sans que ce soit déclaré, notamment quand on travaille à travers des plateformes, le travail n'est pas toujours déclaré. Et d'autre part, c'est vrai aussi qu'au sein du salariat, il y a une évolution du salariat, parce que c'est un animal intelligent, donc il s'adapte aussi à la nouvelle réalité. Et on voit de plus en plus des salariés qui, quelque part, n'ont pas de patron direct. L'important, encore une fois, c'est qu'à la fin de la journée, à la fin du mois, les objectifs soient remplis, peu importe le nombre d'heures que vous avez effectuées. Il y a des entreprises aujourd'hui qui accordent un nombre de congés illimité à leurs salariés, en se disant, moi, quelque part, je me fiche du nombre de jours durant lesquels tu vas travailler. L'important, c'est que le travail soit fait. Et ce qu'on a vu là depuis plusieurs mois avec la pandémie et avec l'explosion du télétravail, c'est ça aussi. C'est qu'on a redonné de la liberté et de l'autonomie aux individus, puisque le manager ne peut plus être sur leur dos chaque minute. Et donc, quelque part, on a recréé une relation de confiance avec l'individu, tout en étant dans du salariat et en se disant, c'est moins le temps passé qui compte que le résultat obtenu. Alors, j'en arrive à votre question sur la pluriactivité, parce que c'est aussi une partie de cette réponse. C'est qu'effectivement, la pluriactivité se développe, et ça, il y a des statistiques assez claires. Alors, ce n'est pas une explosion, ce n'est pas 50%
50% de plus, mais de plus en plus de personnes cumulent plusieurs activités professionnelles. Soit je suis salarié et en complément, je fais du travail indépendant, hein, c'est le statut des travailleurs indépendants complémentaires, ou alors j'ai 2 emplois salariés à mi-temps, ou alors je suis indépendant mais je fais aussi des activités de freelancing et en complément de ce que je fais. Donc oui, la pluriactivité se développe et c'est une façon de retrouver aussi le contrôle, encore une fois, de son travail, de ne pas dépendre que d'un seul employeur, et de pouvoir aussi, à travers différentes activités, s'accomplir personnellement, puisque nous sommes tous aujourd'hui on se définit tous de façon polycentrique ou de façon plurielle. Hein. Quand on demande à quelqu'un de se présenter, souvent, c'est plus un seul mot qui apparaît, c'est une multitude de mots. Et donc, ça permet de réconcilier aussi cette volonté d'exprimer toute la diversité de ses talents à travers des activités diverses. Davio, it's interesting to hear that we are going to have a more complex employment relationship. So one guy may have 2 contracts or more. It will probably have, again, a technological dimension there to consider. And it's maybe interesting to ask ourselves, today you have traditional platforms, one of which is Denis Penel's platform, Interim, which is one way to work between employer and employee. With technology, we know other platforms like Upworks and so on, where you could source people across the globe. How do you see the evolution and the importance of technology on that front? Because it could really change also the relationship with you if you don't have to look for a job because you've got platforms that are offering you those jobs. What do you have to say on that? Good question. First, quick, please, coming back to previously, what I find very interesting is they want freedom, and that's true, and that's good. I'm not necessarily sure that was people in the 20th century were different. They just had maybe less choice. But what I find also very interesting is, and not to forget, and that has also reflects upon your question, is they still have a desire for feedback. Not to tell you this is done bad, but to know how can I grow? Which is something that changes often quite a lot with freelancers as well, because you expect from a freelancer that they come with experience, not that you bring them experience, which makes something a very tricky relationship there. So that is something that you should not forget, which is very important. I think as an employer, for instance, for us, we invest a lot in growing our people, which is also something which is very important. Then that reflects to your question, which is if you come to a point where so there's the demand from companies is bigger basically, or there's a pressure, and that's why all of this happens, that there's a candidate market, it's less a job market, let's say, is that what technology makes possible, and companies like the ones that Denis is representing, is to be that function in between, is to be let's say, the career coach of someone who is looking for a job and helping them grow outside of the companies that they work for, because that's still something which will be very, very important. It's not because you shift companies, and what technology can do there is that someone will have to capture that data and know who is working where, what are they doing, what's the next step. All of these things, that's information, and you need technology to capture that and to make that, to be able to have a view on that as a person across multiple companies. Because if you can imagine that everyone is going from company to company, who will manage and orchestrate all of that, you'll need people to do that and to give people advice as well. And I think that's something which is, there will be companies who will help you manage your career basically. Ça, c'est un changement d'ailleurs très intéressant et c'est une bonne nouvelle d'ailleurs pour le marché de l'emploi parce que du coup, avec l'intelligence artificielle, le bon profilage de quelqu'un qui peut le faire même de manière disons, confidentielle, pourrait être repéré par des plateformes comme on voit aujourd'hui, des plateformes d'échange comme Tinder ou Mythic. Si j'ai entendu, on met ses critères et puis l'autre vous reconnaît sans que vous soyez même identifié. Donc ça, c'est amusant parce que ça veut dire qu'il y a un avenir là dans un marché plus flexible du travail. Je ne suis pas certain que les syndicats seront très contents de ça parce que ça va faire perdre beaucoup de structure à la relation du travail aujourd'hui, la capacité d'être représenté. Mais ça, c'est un autre débat. Si je reprends ce que vous avez dit, Davio, sur
la problématique des jeunes qui veulent aujourd'hui pas tant du feedback pour dire qu'ils ont bien fait ou pas bien fait, mais un feedback pour les faire grandir. Ça amène le débat, peut-être pour Océane Doustesier, sur l'apprentissage continu. En fait, si on a plusieurs métiers, si la carrière va être managée de manière variée, comme on l'a décrit, comment vous voyez-vous dans votre génération? Quelle est votre relation avec l'apprentissage qui fut à un moment donné en fait l'apanage des entreprises? Il fallait qu'on forme nos collaborateurs. Aujourd'hui, ça donne un peu l'idée que c'est les collaborateurs qui vont devoir se former eux-mêmes et pas l'inverse. Oui, je pense que les collaborateurs vont devoir se former. Je pense qu'on est bien conscient aujourd'hui que les études ne nous forment pas, la question n'est pas assez, mais ne nous forment pas à affronter notre vie professionnelle. On commence à apprendre, on commence à acquérir de l'expérience à partir du moment où on commence à travailler, et pas quand on termine nos études et qu'on obtient notre diplôme. Au-delà de ça, je pense que les entreprises doivent nous aider à continuer d'apprendre et à développer nos compétences. D'ailleurs, cette notion de gestion de compétences, je pense que va être une notion importante dans les ressources humaines à l'avenir, parce qu'il faudrait potentialiser ces compétences qu'on appelle les soft skills. Donc il y a des choses comme l'autonomie, le fait de pouvoir évoluer seul. C'est des compétences qui ne se limitent pas à nos diplômes ou à nos expériences professionnelles. Ce sont des choses que chacun peut apporter à l'entreprise et qui vont le rendre unique d'une certaine façon, qui vont lui donner une plus-value et qui sera intéressant pour l'entreprise. Je pense que les ressources humaines vont devoir essayer de comprendre ces soft skills et aider les collaborateurs à les potentialiser, à les améliorer pour qu'ils les mettent au service de l'entreprise. Ou même mieux, c'est bien faire prendre conscience aux collaborateurs que c'est leur responsabilité de développer leurs compétences pour les emmener dans le chemin qu'ils choisissent, à savoir un chemin plus chaotique, peut-être plus passionnant aussi. Denis Penel, c'est cette évolution de la durée de vie des compétences, c'est quelque chose que vous avez déjà abordé dans vos conférences passées. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme commentaire là-dessus ? Alors, d'abord, je ferai un constat général, effectivement, qui reflète ce qui a été dit avant. C'est qu'aujourd'hui, je pense que notamment les jeunes qui arrivent sur le marché du travail sont surdiplômés, mais sont sous-qualifiés. C'est le grand paradoxe. C'est qu'effectivement, on fait des études de plus en plus longues, mais qu'une fois à la porte de l'entreprise, on se rend compte qu'ils n'ont pas forcément les qualifications ou les skills qui sont nécessaires au monde de l'entreprise. Donc là, il y a un vrai décalage qu'il faut absolument traiter. Et je pense effectivement, comme vous l'avez dit, que de plus en plus à l'avenir, on demandera aux individus de s'occuper de leurs compétences, du maintien de leurs compétences. On sait que les compétences vont devenir obsolètes de plus en plus vite. Enfin, c'est déjà une réalité. Donc l'individu va devoir prendre en charge une partie de cette responsabilité. Et c'est pour ça, moi, je crois beaucoup à ce système des comptes individuels de formation qui commencent à se créer dans certains pays. La France en est un exemple, l'Angleterre aussi l'a mis en place. C'est qu'en fonction de l'expérience passée, du temps de travail qui a déjà été effectué, on capitalise des droits à se former. Et à un moment, c'est l'individu qui va dire voilà, moi je voudrais utiliser mon compte formation pour pouvoir faire telle ou telle formation parce que ça m'intéresse, parce que je sens que c'est une formation dont je vais avoir besoin pour progresser dans ma carrière. Et donc cette formation sera financée à travers ces comptes de formation. Donc on voit qu'on en revient encore une fois un peu à une individualisation de la gestion des ressources humaines, mais où l'individu reprend aussi encore une fois le contrôle. C'est lui qui va dire moi je veux suivre telle formation, c'est moi qui l'ai choisie, plutôt que de se l'avoir imposé par son employeur. Davio, do you share this understanding? Will you have some views on this? I'm not sharing it necessarily, no. The reason is you see two effects. You see that skills, like a blacksmith, 30 years he could do the same job. Today it's impossible. You have 3 years, maybe 4 years, and then that's like the shelf life of your skill. But at the same time, what you see is that to learn a skill, it's much easier as well. So it's not only that they become a lot shorter, but the abundance of information online, the simplicity of tools. A marketeer these days, open Google, buy HubSpot, 10 euros per month, and you can start do that. And you can learn yourself by Googling, by talking to others. It's a lot easier to learn stuff as well. 10 years ago, it was not that easy. 20 years ago, it was impossible. So there's also another effect, as in you don't need to go to school necessarily. I think there's the information out there, it's insane. But what I do think is very, very important
is the soft skills, the attitude part. That's something which is a very hard, and that's something which takes years often to develop, to know, okay, things don't have to be complex, you need to focus on the simple things. People that start from school still think that complex is the answer. That's not true. Keep it as simple as possible. But that's things you learn by doing. That's a soft skill. And those things, that is hard to learn, and that's where you need experience. But the other things, I think they're becoming a lot easier. So I think there's a solution is just making sure that people have the incentive to learn, but the information and the opportunities to learn are out there. Ce défi très bien résumé par vous deux est un message important pour les employeurs bruxellois. En fait, le grand défi, c'est donc pas tellement d'aller chercher des gens qui ont des surdiplômes, mais chercher des gens qui sont prêts à apprendre. Et je pense facile d'accès à toutes les entreprises bruxelloises, c'est-à-dire donner accès à l'apprentissage. Comme Davio vient de le dire très clairement, au fond, il n'y a peut-être plus besoin d'aller chercher des formations coûteuses, mais donner simplement du temps de formation pour que les collaborateurs se forment eux-mêmes sur les différentes matières. Et il y a énormément de matières disponibles. C'est d'ailleurs, à mon sens, une des grandes révolutions dont on parlera peut-être dans une émission future, la révolution de la formation, le marché gigantesque de milliards dépensés à former les gens dans des mécanismes assez traditionnels avec le maître C et les autres apprennent, alors qu'on voit qu'aujourd'hui le collaboratif amène autant de contenu et d'expérience. Il nous reste quelques minutes pour terminer cette émission. En tout cas, un grand merci à vous trois d'y avoir participé avec autant d'animation et de messages intéressants. À chacun d'entre vous, je voudrais vous demander, c'est quoi la bonne nouvelle de l'avenir dans les ressources humaines? C'est quoi ce qui devrait nous rendre optimistes? Peut-être commencer par Denis. Alors moi, je suis un optimiste de nature, donc je vois toujours le côté positif par rapport au côté négatif. Moi, je pense que la chance, c'est que, encore une fois, on a une population qui n'a jamais été aussi bien formée, donc on a des vrais talents qu'il faut exploiter, et que toutes les solutions sont sur la table, parce que non seulement la pandémie a accéléré des tendances qui étaient déjà là, mais qui existaient avant, et qu'on est en plein cœur aujourd'hui d'une révolution du travail. Donc il faut inventer la nouvelle façon de travailler au XXIe siècle. Moi, je l'ai appelé dans un de mes livres le libertariat, c'est-à-dire prendre le meilleur du salariat et le meilleur du travail indépendant. Mais en tout cas, voilà, tout est sur la table, tout est possible. Donc ça, c'est la bonne nouvelle pour moi. C'est une excellente nouvelle. Océane, quelle est votre perception ? Pour moi, ce serait que la crise sanitaire qu'on vit actuellement nous offre l'opportunité, d'une certaine façon, de remettre en question tous ces processus qui étaient déjà établis dans le monde professionnel, dans la mesure où on est libéré des chaînes qui nous rattachaient à notre bureau et à nos trajets quotidiens. Donc c'est l'occasion, c'est maintenant ou jamais qu'on peut tester de nouveaux modes de travail, qu'on peut essayer de faire le point sur ce qui fonctionne, sur ce qui plaît aux travailleurs et sur ce qui fonctionne moins et ce qu'on pourrait faire évoluer. Super. Et le mot de la fin alors, to Davio. So what are the good news that you are anticipating with this evolution that we've been discussing for an hour? I think it's relatively simple, but it will take some time. But I think technology basically will allow HR, but anyone, to be more human, basically, to focus on what really matters. That's very good. Well, sur cette conclusion très succincte, eh bien, voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission sur l'avenir des ressources humaines. Il y a encore énormément de choses à raconter. On pourrait faire une série, si vous voulez. On pourra commencer à y penser. En tout cas, un grand merci à nos trois orateurs brillants. Et puis, au plaisir de vous retrouver dans le cadre du Work Lab, peut-être de Bessie ou de BXFM, notre radio préférée. Merci bien.